Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire dédié à la thématique génération au travail, conflit ou levée de performance. Pardon. Excusez-moi, ça commence bien. Je m'étouffe. Pas de problème, c'est du live. Donc moi, je suis Christophe Tourneur, directeur des opérations de l'IRCE, l'Institut régional des chefs d'entreprise. Et j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui de Christelle Régel pour rayonner. Salut Christelle. Salut, bonjour tout le monde, bienvenue. 2 minutes, même pas, 1 minute pour ceux qui ne connaissent pas l'IRCE, donc Institut régional des chefs d'entreprise. On est un organisme qui est basé en région sud et notre mission, c'est d'accompagner les dirigeants et futurs dirigeants dans leur croissance, grandir eux-mêmes dans leur posture de dirigeant et faire grandir leur entreprise à travers des parcours qui mêlent de la formation, de la dynamique collective aussi entre dirigeants. Sur diverses thématiques, comment préparer une levée de fonds, comment intégrer la RSE dans son entreprise, comment faire de la croissance externe par exemple, et aussi comment réengager ou engager ses équipes. Et donc c'est dans cette grosse thématique là de l'engagement des équipes que, que vient euh, que vient s'intégrer ce webinaire donc sur les générations au travail. Parce que c'est vrai que dans le contexte économique tendu, il est encore plus question de s'appuyer sur l'engagement des équipes comme un facteur clé de succès. Ça a toujours été le cas, mais c'est encore plus le cas quand on est dans des périodes un peu tendues. Or, la gestion des tensions intergénérationnelles, c'est une des clés de cet engagement des équipes. C'est souvent un facteur qui est sous-estimé. Je ne vais pas rentrer dans le détail, moi, puisque c'est Christelle aussi notre experte, qui va vous expliquer tout ça, mais l'idée, c'est de voir comment faire de ces potentiels freins et de ces potentiels risques un levier de performance et d'engagement. Donc, dans ce webinaire avec Christelle, on va d'abord faire un tour des obligations légales et normatives euh, autour voilà, des intergénérations. Et puis, on va voir aussi comment décrypter les mécanismes invisibles et mettre en place en fait des actions très simples pour pouvoir faire de ces freins des leviers. Christelle, je vais te passer la main. À la fin du webinaire, donc juste 2-3 petits points techniques, à la fin de ce webinaire, vous pourrez le télécharger et l'avoir en replay et pouvoir le partager, pourquoi pas, à d'autres personnes autour de vous. Vous avez le chat sur votre côté droit, vous pouvez poser toutes vos questions. Et les questions, on les traitera. Alors, si on peut en traiter une ou deux en live, on le fera. Mais sinon, on a gardé du temps à la fin du webinaire pour vraiment les traiter. Donc, je reviendrai avec Christelle pour qu'on puisse répondre à vos questions. Et donc, c'est parti. On est ensemble pour 40-45 minutes, là, plus les questions-réponses sur cette thématique. À toi, Christelle. Merci beaucoup Christophe, bonjour à tous. Il n'y aura jamais eu de meilleur moment pour parler de génération de travail, avec tout ce qu'on voit dans les entreprises de l'ordre des conflits intergénérationnels. Donc, moi, j'aimerais aujourd'hui resituer ces conflits dans une thématique un peu plus large qui touche directement la santé mentale au travail, qui impacte directement la performance et la cohésion des équipes. Donc, pour resituer un petit peu le contexte, pourquoi on est là aujourd'hui, le constat, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, si les conflits intergénérationnels, comme tout type de conflit d'ailleurs, ne sont pas régulés, ça peut vraiment devenir un facteur de risque psychosocial. Donc, je ne sais pas si vous êtes sensible à la prévention des RPS, des risques psychosociaux, mais aujourd'hui, on est là vraiment dans ce cadre-là. Donc, on part du constat sur des études récentes qui montrent qu'un salarié sur deux estime que son travail nuit à son équilibre. Les conflits, qu'ils soient générationnels, qu'ils soient liés à d'autres sujets, à d'autres valeurs, sont une source majeure de tension au travail. Et l'INRS, donc l'Institut national de recherche, sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles, identifie les conflits relationnels comme faisant partie des 6 facteurs de risque
donc dont il faut tenir compte aujourd'hui pour prévenir des conséquences plus graves que nous connaissons, qui sont de l'ordre de la surcharge mentale, du burn-out, de l'absentéisme et du turnover. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous inviter à faire un petit sondage. Donc, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément se situer par rapport à ces tranches d'âge-là, mais on dit que les baby boomers donc, font partie plutôt de la tranche d'âge des personnes aujourd'hui qui ont entre 61 et 79 ans. Par exemple, les millennials donc font partie de ceux qui ont entre 31 et 45 ans. Donc, petit spoiler, je suis moi-même de la génération des millennials. Donc, pour avoir une idée de qui vous êtes, qui s'intéresse aussi à ces sujets-là aujourd'hui, au point de venir assister au webinaire, je vais vous demander de répondre au petit sondage qu'on vous met, de juste indiquer une lettre. Si vous êtes génération X, mettez X. Si vous êtes baby boomer, mettez BB. Qu'on ait une idée de quelle génération à laquelle vous appartenez. Il y a même juste à cliquer, en fait. Oui, il y a juste à cliquer. Ouais, on a déjà commencé. Là, il y a déjà une trentaine de personnes qui ont répondu. Super. Alors, pour l'instant, c'est la génération X qui prend le dessus, donc 43%. Je vais vous laisser encore 2 petites secondes. Et oui, on est quand même quasiment 45% de génération X, donc de personnes qui ont entre 46 et 60 ans connectées aujourd'hui. On ferme les votes. Hop, comme ça, le résultat s'affiche. Voilà, donc globalement, baby boomer, donc 10%, la Gen Z, 19%, et les plus connectés, là, on va dire, c'est vraiment la génération X, suivie de très près par les millénials qui ont entre 35 et 45 ans, 31 et 45 ans. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. On va continuer. Donc, je vais me présenter. C'est quand même bien que vous sachiez un petit peu qui je suis et mon parcours. Christelle, j'ai été assistante sociale durant une dizaine d'années, notamment au sein de grands groupes comme EDF, Suez, Air Liquide, où j'ai mené des actions de prévention pour l'amélioration de la qualité de vie au travail, avant de monter ma propre structure. Donc, j'accompagne aujourd'hui des dirigeants, des managers sur les sujets de santé mentale, de prévention des risques psychosociaux, par le biais de formations certifiées Calliope, donc finançables par les OPCO, et également par du coaching. Donc, je suis réunionnaise, je suis installée à Marseille depuis 8 ans et j'interviens dans toute la France parce qu'il y a des choses qu'on peut très bien faire à distance aujourd'hui et puis des choses qui nécessitent qu'on aille sur le terrain. Ça ne me dérange pas de me déplacer. Quand est-ce que les entreprises peuvent faire appel à moi? Donc, c'est par exemple avant une croissance, une fusion ou une réorganisation, en tout cas tous les types de situations qui entraînent du changement. Même si ce changement peut s'avérer positif, il faut se rendre compte que chaque personne ne vit pas le changement de la même façon qu'il y a des changements qui demandent, même si c'est pour aller vers un meilleur résultat, de l'adaptation, de la réorganisation dans les processus de travail. Donc, dès qu'il y a des situations comme ça, et l'IRCE le sait très bien, il faut vraiment être très vigilant à accompagner l'humain autant que les logiciels, que la partie technique, etc. Lorsqu'il y a également des tensions récurrentes, donc un climat fragile, là, ça signifie en fait que les risques sont déjà concrets, qu'il y a déjà des manifestations de ces risques-là. Donc, on peut aussi faire appel à moi. Quand les leviers internes semblent un petit peu bloqués, c'est-à-dire que les ressources humaines, responsables QHSE, etc., on sait très bien que chacun a un rôle, un cadre bien identifié, mais restent des intervenants internes à l'entreprise qui, par
pour beaucoup d'entre eux, des fois, ne sont pas forcément assez distants de la situation, n'arrivent pas à prendre du recul pour accompagner les collaborateurs sur des sujets vraiment très sensibles, ou parfois même qui ne sont pas les meilleurs dans cette posture et dans cette proximité qu'ils ont avec les objectifs de l'entreprise. Donc, on peut, dans ces cas-là, faire appel à un consultant externe, c'est même recommandé. Et puis, tout simplement, bon, je sais qu'en France, on a un petit peu de mal avec ça, mais l'idée, c'est justement de ne plus fonctionner de cette façon. Même quand tout va bien, l'idée, c'est justement d'agir en prévention primaire, en fonction des secteurs d'activité et aussi des différents postes de travail, d'envisager un petit peu les scénarios à risque pour justement lever les irritants avant même qu'ils se manifestent, qu'ils se déclenchent. Donc, c'est un peu le genre de situation où vous pouvez faire appel à moi. Alors, j'aime bien le petit jeu de qui dit quoi. Donc, on va de manière un petit peu caricaturée opposer les générations. Mais bon, l'idée, c'est de dire quand même que ce n'est pas non plus une réalité à 100%. Il y a aussi la jeune génération qui continue à avoir un fonctionnement un petit peu à l'ancienne, alors sans jeter la pierre, sans critiquer ni dénigrer. Et il y a également des générations un peu plus anciennes qui arrivent à faire preuve d'agilité, de compréhension, d'ouverture par rapport aux nouvelles générations. Mais volontairement, comme on est là quand même pour passer un bon moment, j'ai décidé de grossir un petit peu le trait. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les anciens au sujet du rapport au temps? Ce que j'entends souvent, c'est ouais, les jeunes, ils ne respectent pas les horaires. Bon. On évite là de rentrer dans des situations où c'est des retards à répétition, où c'est des jeunes qui, effectivement, n'ont pas la notion de il faut être à l'heure, ponctuel, etc., un rendez-vous, etc. Et voire même, il y a des anciens qui fonctionnent comme ça. Et donc, qu'est-ce que disent les jeunes en face? Ouais, vous êtes obsédés par la présence et pas par les résultats. Donc, la slide suivante nous invite à réfléchir un petit peu sur cette différence de point de vue. On pourrait résumer ce que disent les anciens au sujet de tout le temps devoir respecter les horaires par, pour eux, la performance est égale au nombre de temps passé au travail. Donc, au plus je suis présente sur mon lieu de travail et au plus ça prouve que je suis performant. Qu'est-ce que dit la génération un peu plus récente? C'est en fait, nous, ce n'est pas le nombre d'heures qu'on va consacrer à un projet ou à atteindre un objectif qui va faire la différence, ça va être vraiment les résultats. Alors finalement, qu'on soit au bureau, qu'on soit en remote, qu'on travaille de notre canapé, qu'on travaille je ne sais pas, d'un café, etc., même si on n'est pas sur le lieu de travail, mais que les résultats sont au rendez-vous, encore faut-il, soyons d'accord, fixer des objectifs et des KPIs bien précis. Mais en fait, la jeune génération ne comprend pas trop pourquoi il faut absolument pointer le nombre d'heures passées à atteindre ces résultats-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là pour essayer quand même de trouver un compromis? Parce que l'idée de ce webinaire, ce n'est pas de dire les uns pensent comme ça, les autres pensent comme ça, donc chacun va continuer à rester figé dans sa génération et dans ses fonctionnements. L'idée, c'est de dire, plutôt que de continuer à se jeter la pierre et à se critiquer, qu'est-ce qu'on peut définir ensemble collectivement? Et là, ça nécessite vraiment de mettre tout le monde autour de la table, de ne pas attendre finalement que ces situations-là s'enveniment pour agir. On réunit tout le monde et on définit collectivement ce qui est non négociable. Là, si je prends le cadre du temps, si c'est non négociable que tout le monde soit présent physiquement le lundi de 11h à midi en réunion d'équipe pour planifier les objectifs de la semaine, pour faire aussi un retour d'expérience par rapport à la semaine précédente, etc., ben ça, c'est non négociable. En revanche, si on considère que pour atteindre tel objectif, certains préfèrent travailler de chez eux et d'autres estiment que non, ils ont besoin d'avoir le cadre du bureau, etc., on définit ce qui peut être flexible. Mais l'idée, c'est quand même que tout le monde ait les mêmes droits. C'est pas de dire, les anciens, ils préfèrent venir au bureau, donc ils viennent au bureau, et puis les plus jeunes, ils peuvent rester chez eux parce que c'est propre à leur génération, ils aiment bien travailler en remote. Non.
C'est vraiment un cadre collectif, structuré, où chacun se met finalement un petit peu d'accord et ça concourt aussi à créer davantage d'engagement parce que derrière, il y a la notion de responsabilisation. Alors, je ne sais pas si on peut prendre déjà une question, Christophe, par rapport à ça, ou si on continue. Allez, je vais continuer jusqu'à la deuxième et on va faire un petit... On continue jusqu'à la deuxième. Peut-être qu'entre-temps, si vous avez des questions bien précises sur ces sujets-là, je pourrais y répondre. Alors, deuxième, ce que j'entends beaucoup aussi sur le terrain par rapport à la valeur du travail. Donc, les plus jeunes disent « vous sacrifiez tout pour le boulot, ça n'a pas de sens ». Et bien, les plus anciens disent « ouais, les jeunes, ils n'ont plus la valeur du travail. C'est pas comme nous à l'époque, on sacrifiait tout. » Il y avait pas cette fameuse question d'équilibre vie pro, vie personnelle. Et aujourd'hui, on entend beaucoup la jeune génération à la recherche de l'équilibre, voire même le travail. Bon, c'est pas forcément ce qui va prendre la priorité, mais pourvu qu'ils aient aussi une qualité de vie dans leur cadre personnel, qui leur permettent aussi de nourrir d'autres valeurs, etc., d'autres centres d'intérêt. Je sens qu'il y en a certains d'entre vous qui rigolent derrière leur PC, parce que je pense que ça parle beaucoup à tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir en termes d'analyse dans cette différence de position? Donc, les jeunes cherchent à avoir un impact et à trouver effectivement de l'équilibre aujourd'hui dans tous les domaines de leur vie. Pourquoi? Alors, c'est vraiment des évolutions générationnelles, sociétales, sans dire que ce qui se faisait avant n'est plus bon aujourd'hui à reproduire et sans dire que les jeunes générations ont raison sur toute la ligne. En fait, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que finalement, les anciennes générations qui ont été beaucoup dans le sacrifice et dans la loyauté envers les entreprises, envers les employeurs, et voire même quand ils étaient des propres patrons qui le sont toujours aujourd'hui, y ont laissé quand même pas mal la santé, pas mal aussi de leur vie privée. On entend beaucoup des baby-boomers aujourd'hui dire « bon, j'ai investi beaucoup de temps dans ma carrière et aujourd'hui, finalement, je n'ai pas vu mes enfants grandir. Aujourd'hui, je profite pour rattraper ce temps-là avec mes petits-enfants parce qu'il y a quand même une prise de recul et une prise de conscience. Et donc, on a les nouvelles générations qui s'inspirent aussi de ça et qui disent finalement, plutôt que de se retrouver à 50, 60 ans à essayer de rattraper un petit peu les choses, nous, dès maintenant, on a envie d'avoir cet équilibre-là, cet épanouissement. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Moi, je ne suis pas là pour trancher, je ne suis pas la justice. Mais finalement, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on peut garder des anciennes générations? Qu'est-ce qui peut aujourd'hui être toujours d'actualité? Et qu'est-ce que les anciennes générations peuvent aussi prendre du côté de cette énergie nouvelle pour essayer de restaurer l'équilibre? Mais encore faut-il que ce soit une volonté, parce que certaines personnes n'ont pas envie de trouver l'équilibre. Soyons honnêtes, il y en a qui veulent tout donner dans le boulot, il y en a qui veulent consacrer uniquement du temps à la vie personnelle, c'est OK. Mais cessons d'opposer en fait ces sujets-là finalement. Il y a du bon et du moins bon à prendre d'un côté comme de l'autre. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de trouver des compromis au sein de l'entreprise? Donc, c'est encore une fois de se réunir autour de la table. Vous avez différents outils, vous pouvez brainstormer, vous pouvez utiliser des jeux. L'idée, c'est de repartir avec une espèce de vision un peu commune de, pour nous, bien travailler, ça veut dire quoi? Mais bien travailler, ça veut dire quoi à un niveau individuel? Donc, chacun peut même se poser la question, faire une introspection personnelle. Et ramener ça aussi dans le cadre de l'entreprise, bien travailler au service de l'entreprise et de l'organisation, qu'est-ce que ça signifie? Et c'est là que vous commencez aussi, pour ceux qui n'ont pas forcément pris le temps de construire une vision d'entreprise, etc., c'est là aussi que vous commencez à construire cette vision commune. Il y a des moments où on peut tenir compte de ces exigences personnelles et adapter le travail, mais il y a des moments où ce n'est pas forcément possible. Il faut avant tout que ce soit le collectif qui aille dans le même sens. Alors, avant de passer à la slide suivante, j'aimerais bien, Christophe, si tu me dis qu'il y a des questions, peut-être répondre à une ou deux questions.
Il y a une question de Morgane. Comment les nouvelles générations communiquent leur sentiment d'appartenance à leur entreprise? Ah, alors, c'est très intéressant comme question. Mais j'ai envie de dire à Morgane, avant qu'elle puisse communiquer leur sentiment d'appartenance, il faut déjà qu'il y ait le cadre propice. C'est-à-dire qu'il faut aussi que l'entreprise permette cette communication, parce que ce qu'on rencontre souvent, effectivement, c'est que les entreprises, pour X raisons, ne donnent pas forcément la place à ces sujets-là, et c'est déjà dès cet instant qu'on rentre dans le conflit et dans l'opposition. Donc l'idée, alors ça peut même venir des salariés, hein, je ne suis pas là à dire que c'est l'employeur qui doit forcément tout proposer. Le salarié est aussi acteur des changements, des propositions au sein de son entreprise. Donc l'idée, ce serait de demander un temps, par exemple, d'échange, un espace collectif où on peut travailler sur ce sentiment d'appartenance. Et s'il s'avère que du côté des dirigeants, effectivement, ce travail n'a pas été fait, ça peut très bien devenir une proposition. Mais concrètement, comment communiquer son sentiment d'appartenance? C'est du point de vue du salarié ou du manager, c'est déjà d'œuvrer de manière active au quotidien pour aller dans cette dynamique aussi collective. Alors, c'est pas en tapant forcément du poing sur la table, c'est en démontrant au quotidien des petites actions qui font que on se sent investi, on a envie que cette entreprise, elle avance aussi grâce à ce qu'on met en place. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Morgane, mais voilà, pour moi, ça exige encore une fois d'avoir une adhésion un petit peu collective. Je n'entends plus Christophe. Tu parlais d'ateliers et oui. On a Lolita justement qui nous demande est-ce que tu as des exemples d'ateliers pour répondre à la question du bien travailler? Alors, moi, je suis partisane de le plus simple, c'est ce qui fonctionne le mieux. Après, on peut avoir différents outils ou différents supports sur lesquels, à partir desquels s'inspirer. Mais déjà, si on arrive à réunir le collectif sur 2 heures et à poser finalement des objectifs sur ces 2 heures-là, avec quoi on veut repartir. Donc là, dans le cas de Lolita, c'est répondre à la question du bien travailler. Donc, on peut, par exemple, partir d'une vision individuelle, c'est-à-dire chacun peut brainstormer un petit peu dans son coin autour de cette question-là, et juste avec des post-it de couleurs, identifier par exemple, 3 familles, 3 segments différents. Bien travailler, est-ce que ça va passer par la quantité? Donc, qu'est-ce qui va nous montrer que bien travailler, en termes de quantité, ça se manifeste de cette façon? Est-ce que ça passe en termes de la qualité? Et par exemple, un 3e segment, ça pourrait être qu'est-ce que chacun a envie d'apporter au collectif pour bien travailler ensemble? Donc, un atelier simple comme ça, où à la fin, on fait une restitution des avis des uns et des autres, et puis on essaie de définir une espèce de feuille de route. Vraiment, ce qui va fonctionner dans tout ce que vous allez mettre en place, c'est qu'après cette phase théorique, vous mettiez en place un plan d'action très simple qui sera également réajusté en fonction du déploiement. Donc, fixez-vous également un objectif SMART, finalement, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, et à quelle échéance on refait un petit bilan en termes de temporalité. Est-ce que c'est dans 2 mois? Est-ce que c'est dans 3 mois? Voilà. Okay. Pas de nouvelles questions pour l'instant. J'en profite pour les retardataires pour rappeler qu'on aura aussi un temps d'échange à la fin pour vos questions. Allez, je poursuis. Merci Christophe. Alors, bon, c'était quand même intéressant d'avoir la question de Morgane, c'est-à-dire sur l'engagement. C'était un petit teasing, donc merci pour cette transition, Morgane. Alors, on entend beaucoup les anciennes générations dire, bon, on a beau tout leur donner, mais ils ne s'engagent pas. Et puis, les jeunes générations qui disent plutôt, on nous demande de nous engager, mais on ne nous écoute pas. Alors, ce qui est intéressant là, de mettre en lumière, c'est que, encore une fois, c'est un gros trait, mais c'est un petit peu quand même ce que je retrouve. Ce que je vous propose là aujourd'hui, c'est quand même la somme de mes observations de terrain quand j'interviens en entreprise. Pour les anciennes générations, quand on dit on leur donne tout, c'est
on leur donne les avantages sociaux qui comprennent le CSE, les chèques vacances, les tickets resto. On leur donne aussi, des fois, quand il y a possibilité, on augmente les salaires. Donc finalement, on est encore un petit peu à fonctionner avec la carotte, c'est-à-dire on donne, ok, on met les moyens, etc. Mais le fait de donner passe encore une fois par le matériel et le financier. Les nouvelles générations, donc, ce sont des générations qui ont besoin de sens. Donc là où les anciennes n'avaient pas forcément ça comme leitmotiv, surtout, on va dire, dans les années 80-90, depuis les années 2000-2010, ça tend quand même à se renverser un peu. Mais les nouvelles générations n'ont pas connu cette transition de recherche de sens. Elles sont nées avec un besoin de sens. Ça, il faut vraiment être lucide sur l'évolution de la société à ce niveau-là. Et ce besoin de sens, comme vous le voyez, donc on multiplie aujourd'hui les mouvements écologiques, on multiplie aujourd'hui les associations de bénévoles pour aller défendre des causes, etc. Donc ça a toujours existé, mais aujourd'hui on assiste quand même à une recrudescence de tout cet intérêt envers l'humain, envers le vivant, envers la faune, envers la flore, etc. Donc ce sont un peu les nouvelles générations qui viennent accélérer ce processus-là, parce qu'elles viennent vraiment penser aussi un petit peu les blessures de ce que l'ancien système, ou en tout cas le système un peu plus ancien, a causé en termes de dérèglement climatique, en termes aussi d'appauvrissement des ressources, etc. Donc aujourd'hui, quand elles s'engagent dans une entreprise, elles ont vraiment besoin de savoir pourquoi elles le font. Ensuite, évidemment, avec tout ce qui nous concerne aujourd'hui, l'augmentation du coût de la vie, etc., bien sûr que tout le monde a besoin d'avoir un revenu correct. Mais ce n'est plus ça qui retient aujourd'hui les jeunes générations. Il faut bien faire la différence. Les gens restent aujourd'hui, certes, quand ils sont bien traités, bien nourris, qu'ils peuvent avoir un revenu confortable, etc., ils entrent dans l'entreprise pour ça, mais ils restent surtout parce qu'à un moment donné, ce qu'ils font amène des choses vraiment en termes de changement et d'impact. On revient vraiment à ce fameux impact. Et beaucoup de jeunes générations aiment aussi le feedback, c'est-à-dire qu'elles sont là à vouloir constamment s'améliorer, à vouloir constamment se dépasser, à amener aussi des choses nouvelles, de l'innovation, etc. Donc, elles ont besoin régulièrement de feedback, de remise en question pour pouvoir elles-mêmes avancer, parce qu'il y a une histoire aussi de développement personnel à travers l'entreprise et aussi faire avancer l'entreprise dans une vision. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là ? Donc, le fameux rituel du feedback. Ça peut sembler simple de dire, mais oui, nous, quand il y a de bonnes choses, on valorise, on félicite. Super, c'est déjà une bonne base. Mais un feedback constructif, et là, je vais vous donner des clés si vous voulez noter, un bon feedback constructif, ça commence par parler d'une situation telle qu'elle s'est produite. Donc, Jean-Pierre qui a mis en place une action collective autour de la prévention du handicap, par exemple, et qui reçoit un feedback de son manager. Donc, l'idée, c'est de donner une ou deux choses positives, probables, démontrables, factuelles que Jean-Pierre a pu mettre en place. Deuxième partie, ça consiste à dire à Jean-Pierre, voilà peut-être comment moi j'aurais procédé sur tel sujet, parce qu'on sait très bien que quelle que soit l'action, on peut toujours s'améliorer. Donc voilà comment peut-être l'entreprise pourrait mieux avancer si la prochaine fois telle action était menée de telle façon, etc. Constructif, ce n'est pas Jean-Pierre, tu aurais dû faire comme ça, pourquoi tu n'as pas fait comme ça, etc. Je prends l'accent du volontairement. Donc, une ou deux choses positives, une proposition constructive et on termine par quelque chose de positif. Vraiment, pensez au sandwich. Je ne sais pas si vous êtes fan de hamburger, pensez vraiment au sandwich chez McDo. Il y a le pain, il y a le bacon ou je ne sais pas, le steak haché et il y a la dernière couche de pain. Un feedback doit vraiment être constructif pour pouvoir aider la personne aussi à s'améliorer d'une manière bienveillante. Donc voilà. Je passe
au 4e sujet. Donc, concernant l'innovation et le changement. Bon, de façon encore très caricaturale, on peut dire bon, les anciennes générations ont un petit peu de mal à se mettre en mouvement lorsqu'il s'agit de changement, d'apporter des choses un peu nouvelles. Alors que les nouvelles générations, elles viennent vraiment disrupter, parfois même avec leurs gros sabots, parce qu'elles sont convaincues et elles manquent un peu de sagesse et de recul. Hein. Il faut aussi dire les choses. Donc, de chaque côté, il y a de bonnes intentions. Mais bon, on voit vite que parfois, ça peut rentrer en opposition. Donc, qu'est-ce qu'ils disent les jeunes ? Les anciens, ils bloquent tout, ils refusent d'évoluer. Bon, ils sont dans leur jus, là, c'est bien comme ça, voilà. Et puis, les anciens, les jeunes, ils veulent tout changer, ils ne respectent pas notre expérience. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message vraiment sous-jacent ? C'est que les jeunes, ils ne se sentent pas, en fait, entendus dans les idées qu'ils veulent apporter, les idées nouvelles. Alors que les anciens, finalement, qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est qu'ils veulent aussi qu'on respecte ce qu'ils ont créé, ce qu'ils ont bâti. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est pas de dire il faut tout changer ou il faut tout garder. L'idée, c'est quoi ? C'est, je vais vous dire, si ma slide veut bien avancer. Alors ça, c'est une proposition d'action, mais l'idée, c'est de reconnaître aussi que ceux qui ont bâti, ceux qui ont contribué à un moment à créer des fondations dans l'entreprise soient reconnus. C'est juste ça. Il y a juste besoin à un moment de reconnaissance. Mais de la part des anciens, l'idée, c'est aussi de dire, OK, ce qui a été valable à une époque, à une génération donnée, dans un contexte particulier, même de la société, peut-être aujourd'hui, peut-être challengé. Donc, pour essayer de mettre ça en œuvre, vous pouvez par exemple créer un binôme intergénérationnel. Donc, faire travailler une ancienne avec un nouveau, par exemple, et voir un petit peu ce que ça donne en termes d'innovation. Il y a du bon à prendre des deux côtés. J'insiste encore sur ce fait. Je vais passer parce que je vois que le temps tourne quand même. Là, j'aimerais vous sensibiliser à un petit principe qui me tient vraiment à cœur. Donc, c'est la systémie. Je ne sais pas si certains sont familiers de ce sujet. L'idée, c'est quoi ? J'ai pris l'exemple du mobile. Bon, celui-là, il n'est pas très représentatif. Prenez plutôt l'exemple d'un mobile dans la chambre d'un enfant. Quand vous commencez à enlever une pièce d'un côté du mobile, il est en déséquilibre. En fait, c'est pareil dans tous les systèmes, quels qu'ils soient. L'organisation, l'entreprise, l'association, la famille. Dès lors où on enlève quelque chose, qu'on change, qu'on modifie, qu'on déplace quelque chose, l'équilibre qu'il y avait dans le système, alors parfois même un équilibre déséquilibré, l'équilibre, ce n'est pas forcément quelque chose de sain, qui fonctionne, etc. Mais en tout cas, c'est une façon de fonctionner jusque-là. Dès lors où vous y apportez un petit changement, vous enlevez quelque chose, etc., ça a un impact sur l'ensemble du système. Je vous donne un exemple. Un salarié qui ne va pas bien, qui est replié sur lui-même, etc., ça va avoir des incidences sur l'ensemble de l'entreprise à des niveaux différents, certes, mais ça va être diffusé à tous les niveaux. Donc, l'idée, c'est de vraiment tenir compte du fait que un conflit, une tension n'est pas à laisser à part. Il faut vraiment agir avant que les conséquences ne deviennent trop importantes. Et pareil, là j'ai parlé plutôt de choses un petit peu, on va dire, négatives. Dès lors où il y a une bonne action qui est menée quelque part dans l'organisation, c'est toute l'organisation qui en sort aussi bénéficiaire. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que ce qu'on ne voit pas derrière les tensions intergénérationnelles, c'est les coûts invisibles. J'aime bien cette image de l'iceberg, c'est-à-dire on voit les tensions, on voit Jean-Pierre qui ne vient plus au travail, qui reste en remote, on voit par exemple, je ne sais pas, deux collaborateurs qui ne se parlent plus, qui se tirent dans les pattes, etc. Mais tout ce qu'on ne voit pas derrière, donc c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est la baisse de performance et de productivité. Ça entraîne des arrêts maladie à répétition. Ça entraîne aussi pour beaucoup d'entreprises du burn-out, un taux de turnover supérieur à la moyenne nationale, ce qui entraîne aussi une perte de talent. On passe son temps à recruter, à former des gens qui, au bout de 6 mois, vont quitter l'entreprise. Donc ça a un coût. Un climat social dégradé et puis à terme aussi un management qui s'épuise.
Donc, je tiens juste à resituer un petit peu les obligations légales de l'employeur, donc qui a l'obligation par le Code du travail de mettre en place toutes les actions nécessaires de prévention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il attende que les manifestations soient présentes pour agir. L'idée, c'est vraiment d'identifier quels sont les irritants même avant qu'ils ne se déclenchent pour ensuite mettre en place les solutions correctives. Donc, c'est obligé aujourd'hui de faire figurer les risques psychosociaux dans le document unique depuis la loi du 2 août 2021. Et donc, aujourd'hui, les risques professionnels sont donc obligatoires au même titre que les risques liés à la santé mentale. Voilà, moi, ce que j'ai envie de vous dire dans tout ça, c'est que l'idée, c'est, comme le disait Christophe, c'est il y aura des conflits et des tensions partout, tout le temps. C'est même bon signe. On a tendance à avoir peur dès qu'il y a quelque chose qui devient un peu tendu, qui devient un petit peu anxiogène, conflictuel. Mais non, il faut vraiment envisager le conflit comme un signal qui vient nous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK dans notre fonctionnement, dans notre organisation. Bon, ça demande quand même de la remise en question, mais une fois qu'on a identifié, c'est vraiment limite comme un cadeau, même si je sais que ça peut être difficile de l'envisager comme ça. C'est un cadeau, c'est un signal qu'on doit agir à un moment. Une organisation qui ne connaît pas de conflit, qui ne connaît pas de tension, ça n'existe pas. Ou alors, si c'est le cas, ça veut dire que les gens sont endormis, l'activité n'a plus besoin d'être challengée, potentiellement même que ça ne répond plus forcément à un moment à des exigences aussi d'évolution sociétale, environnementale, du marché, etc. Donc, il faut vraiment envisager les tensions et les conflits comme un bon signe pour pouvoir ajuster ce qui se fait aujourd'hui dans l'entreprise. Donc, j'aimerais vraiment que vous gardiez ça en tête dès qu'il y a une manifestation. OK, qu'est-ce que cette manifestation a à m'apprendre aujourd'hui, que ce soit à un niveau individuel? Qu'est-ce que le collaborateur donc de la génération Z qui arrive, qui me dit comment vivre ma vie, a à me renvoyer finalement un peu comme remise en question? Et même à un niveau organisationnel, donc collectif, qu'est-ce que ces tensions-là viennent faire dire dans l'organisation et dans le climat de l'entreprise. Donc l'envisager vraiment comme un moteur de cohésion et d'innovation. Alors, si ces sujets vous parlent, moi je vous propose, pour ceux qui le souhaitent, de vous envoyer un lien à remplir dans le chat pour bénéficier, donc je vous enverrai par mail, d'un auto-diagnostic, donc un diagnostic flash sur comment se porte aujourd'hui votre entreprise en termes de santé mentale, prévention des risques psychosociaux. Et donc, comme je vous l'avais dit, j'offre également des petits cadeaux donc, pour les entreprises qui veulent avoir un échange sur ces sujets. Donc, vous pouvez aussi me contacter directement. J'avais mis mes coordonnées au tout début dans la présentation. Je vais remettre au cas où. Donc, si vous souhaitez qu'on ait un échange pour parler justement de ces sujets, que je vous aide à faire le point, donc c'est un échange sans engagement, vraiment, envoyez-moi un mail, téléphonez-moi, je suis vraiment très réactive et joignable. Et il y a à gagner, donc à remporter un audit d'une valeur de 1 000 €. Donc, j'offre 5 audits dans le cadre de ce webinaire pour vous remercier aussi de vous être connectés, de vous interroger sur ces sujets-là qui, on le sait, ont encore un petit peu la vie difficile en entreprise parce qu'il y a de l'ordre du tabou, on ne sait pas trop comment gérer l'humain, etc. Donc, je vous offre un audit d'une valeur de 1 000 €. Donc, j'en ai pour 5 entreprises. N'hésitez pas vraiment à me contacter pour faire le point et savoir si vous êtes éligible à cet audit. Voilà pour ma part. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire et puis je réponds maintenant aux questions. Merci beaucoup, Christelle. C'était clair, très intéressant. On a une ou deux questions là déjà qui sont posées. Alors, il y en a une plus technique par rapport au webinaire, donc j'y réponds directement. Effectivement, vous aurez le replay. Donc, Webikeo va vous envoyer automatiquement un email à la fin du webinaire avec un lien pour voir le replay. Donc, Christelle a mis, pour ceux qui n'ont pas vu, un lien vers sa proposition de fichier.
des fichiers bonus, un peu de contenu bonus. C'est ça, un autodiagnostic, et puis derrière aussi, possibilité de m'appeler si besoin d'un échange plus poussé. Donc là, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans le chat, hein, on va les prendre au fur et à mesure. On en a déjà une de Silem. Pensez-vous que les nouvelles générations ont du mal à gérer les situations difficiles et préfèrent donc quitter leur société plutôt que persévérer et faire preuve de résilience? Alors, merci pour cette question, Siem. Alors, je n'aurai pas d'avis tranché parce que dès que ça concerne l'humain, en fait, c'est au cas par cas. Je n'ai pas forcément envie de faire de généralité sur cette question-là. C'est effectivement une tendance, hein, qu'on observe, c'est-à-dire que aujourd'hui, les jeunes switchent plus facilement d'entreprise, un petit peu comme de partenaire de vie aussi, hein. C'est ce qui se révèle aussi sur la vie personnelle. Mais l'idée, c'est pas forcément d'accuser ou de jeter la pierre, c'est d'essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui peut. En fait, il y a des personnes qui ont envie de s'engager, qui ont envie de rester, mais à mon sens, c'est toujours de toute façon à l'employeur que ça revient, cette remise en question. C'est-à-dire, c'est l'entreprise aujourd'hui qui a finalement besoin de continuer, hein, à fonctionner, à faire tourner la boîte, à répondre aux besoins du marché, etc. Donc, qu'est-ce que l'entreprise peut faire le mieux, du mieux possible pour travailler cette politique d'engagement collaborateur, et vous aurez affaire effectivement à des jeunes qui vont venir un petit peu comme des coups de vent, et d'autres qui vont vraiment s'engager et rester. Je ne pourrais pas vous dire la proportion, mais dans le doute, vous ne pouvez que de toute façon agir de votre côté en mettant le maximum de moyens en place. Voilà. On a une autre question de Stéphanie qui nous demande que pensez-vous des conflits entre X et Y, donc des générations. Est-ce qu'il y a des conflits particuliers entre ces deux générations qui sont finalement assez rapprochées? Alors, moi je trouve que justement, c'est pas très rapproché, hein, parce que là, on a affaire à la génération X qui a allez, on va donner une fourchette de 50-55 ans, et puis la génération Z qui sont les enfants justement de cette génération-là. Oui, il y a forcément des conflits parce que, comme j'ai pu l'énoncer tout au long des points, hein, que j'ai mentionnés, il y a des valeurs différentes, il y a des attentes différentes, même sans parler du travail à un niveau même sociétal. Mais encore une fois, qu'est-ce que j'en pense, moi? C'est qu'il y a une réalité. Il y a quelque chose qu'il faut accepter, et ça a toujours été comme ça entre les générations. Surtout, alors pas les générations intermédiaires, mais les générations où effectivement on assiste plutôt à les enfants et les parents. Il y a des choses qui nous opposent. Il y a une manière de voir la vie qui est différente. Donc, plutôt que de dire « ouais, l'autre est con », alors excusez-moi l'expression, mais l'autre est con et c'est moi qui ai la solution et qui est finalement la vérité, il n'y a personne qui n'a la vérité. L'idée, c'est d'essayer de comprendre l'univers de l'autre. Il y a un mot qui est très important pour moi dans tout ce qu'on est en train d'évoquer depuis tout à l'heure, c'est l'empathie. C'est de comprendre pourquoi l'autre, dans sa réalité à lui, il pense qu'effectivement, il a raison. Et pourquoi moi, dans ma réalité à moi, je pense que je détiens la vérité. Donc finalement, comment on va essayer aussi de s'inspirer des uns et des autres pour avancer et grandir ensemble. Bon, vous allez me dire, je suis dans un monde de bisounours, mais je ne conçois pas la réalité autrement aujourd'hui. On a Annabelle qui nous demande que pensez-vous de la fuite des salariés vers une expatriation dans d'autres pays, peut-être en lien le changement de sens accordé au travail et la perte de culture d'entreprise. Oui, alors qu'est-ce que j'en pense? On en voit de plus en plus, hein, on voit beaucoup, que ce soit des salariés ou même des chefs d'entreprise qui n'ont plus envie de rester en France, parce que il faut aussi être conscient, hein, que le système il est difficile aujourd'hui. On traverse une crise économique voilà, qui ne présage pas forcément de bonnes nouvelles pour la suite. Moi, j'ai envie de dire chacun à un niveau, parce qu'en fait, derrière tous ces salariés et ces dirigeants se cachent aussi
des hommes, des femmes qui aspirent à avoir peut-être plus de confort, plus de liberté. Donc, c'est ce qui peut aussi, à un moment, expliquer qu'il y a cette grande expatriation. Il n'y a pas de jugement à avoir. Moi, une fois qu'on a dit ça, que le contexte il est économique, il est tendu, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui continuent à se lever le matin, à mettre un pied devant l'autre, en essayant de s'en sortir du mieux possible. Il n'y a pas à juger. Ceux qui resteront apporteront ce qu'ils peuvent à la France, à leurs organisations et à leurs familles respectives. La culture d'entreprise, oui, soyons toujours dans cette dynamique-là de proposer toujours des solutions inclusives à nos collaborateurs. Ceux qui veulent partir, ça dépend d'eux, quoi. Ça dépend peut-être même pas de la culture d'entreprise. Ça dépend vraiment de leur projet personnel à un moment donné. Alors, on a Maud, et Aurélie, et Tahiri. On a 3 questions. Alors, Maud, c'est plutôt une forme de... Elle nous partage un avis. Ce qui me frappe surtout des personnes de la génération Z avec lesquelles j'étais en contact au travail, c'est le manque de bon sens. Oui. Oui. Ouais. Oui, pardon, vas-y. Pardon. Après, pareil, encore une fois, Maud, alors merci pour cette remarque. Dans ce sens, il y a quel est le sens de chacun. En fait, quand vous dites bon sens, là, on peut aussi se dire, alors, c'est le bon sens du point de vue de qui? Parce que finalement, ce qu'on a vu aussi, c'est que les nouvelles générations trouvent que ce que faisaient les anciens n'a pas de sens. Voilà, donc j'en rigole parce que finalement, c'est pas à rigoler, c'est vraiment un sujet important. Mais on peut aussi s'interroger dans cette histoire de s'ouvrir à l'univers de l'autre, finalement, qui a le bon sens? Donc voilà, c'est une question que je pose là, qu'on peut se poser à soi-même, finalement. Il y a ensuite Aurélie B. Alors. Après, Meg te rejoint. Et qu'est-ce que chaque génération peut apprendre de l'autre pour mieux relever les défis ensemble? Vous parliez d'empathie juste avant. Oui. Qu'est-ce que chaque génération peut apprendre de l'autre? De l'autre pour mieux relever les défis ensemble. Vous parliez d'empathie juste avant. Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent apprendre? J'ai envie de vous dire, c'est à l'échelle d'un individu à un autre au sein d'une entreprise. Je n'ai pas une réponse toute faite à vous faire, donc c'est peut-être justement l'action que vous pouvez proposer. Je ne sais pas si vous êtes dirigeante ou salarié, mais qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre de l'autre génération? Donc l'idée, c'est de créer un espace où on va poser cette question-là. Aujourd'hui, toi qui es dans l'entreprise depuis 30 ans, qu'est-ce que tu as envie de m'apprendre? C'est même pas qu'est-ce que tu as à m'apprendre, c'est qu'est-ce que tu as envie de m'apprendre. Et moi, de mon côté, de ma position avec, je sais pas, je vais encore rentrer dans une caricature, je maîtrise bien les outils digitaux, etc., etc. Qu'est-ce que moi, j'ai envie de t'apprendre? Donc, mais voilà, là, ça va être au cas par cas. Si on reste dans le cadre du travail, c'est qu'est-ce que les générations ont à apprendre les unes aux autres par rapport à une mission bien donnée, par exemple. Alors, il y a pas mal des discussions qui s'engagent sur le réseau, mais on va se focaliser sur les questions, si vous voulez bien. Donc, on a Tahiri qui dit, alors il y a beaucoup de personnes de la génération Z qui sont très motivées au départ, mais après moins d'un an veulent autre chose. Et donc sa question c'est, par rapport à ça, est-il encore possible de garder plus longtemps ces jeunes, ou est-ce qu'il vaut mieux prévoir un taux important de turnover dans les prochaines années, et donc s'adapter à ça plutôt que d'essayer de les retenir? Alors moi, ce n'est que mon avis, et ça n'engage que moi. Je pense qu'on est dans une période vraiment de transition. C'est-à-dire qu'on est vraiment à l'ère où il y a un changement, là, un espèce de pivot qui est en train de se faire. Donc, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire finalement si le taux de turnover va être plus important dans les prochaines années, mais j'ai envie de vous dire, mais justement, si ça devient plus important, il va falloir qu'on tire un peu des conséquences de tout ça, des leçons de tout ça, et devoir réajuster. Peut-être qu'il y a des choses qui ont fonctionné par le passé, qui aujourd'hui sont complètement obsolètes et dépassées, et c'est encore une fois une invitation à voir comment faire différemment. Moi, je n'ai pas peur du changement. Mais je sais que beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises appréhendent énormément le changement. Donc, l'idée, c'est peut-être aujourd'hui d'accompagner aussi
cette acceptation qu'il y a du changement, on est déjà dedans. Donc, il y a ceux qui vont être en résistance par rapport à ça. Il y a ceux qui ont compris effectivement que c'était nécessaire parce que tout changement augure aussi une évolution, même si au moment où on le traverse, que ce soit sur un plan personnel ou professionnel, il y a quand même, c'est des chamboulements, il faut être totalement honnête. Même les meilleurs changements occasionnent vraiment des périodes d'adaptation, de remue-ménage, etc. Mais moi, je suis plutôt partisane de dire, s'il y a ces indicateurs, ces signes-là aujourd'hui, il y a une recrudescence effectivement du taux de turnover, les entreprises, aussi bien que les salariés, ont des leçons à tirer pour réajuster. Et tu parlais d'empathie, il y a aussi la notion de communication interpersonnelle. Tout à Et fait. ça, il y a des techniques pour ça en termes de management, pour mieux connaître chacun de ses collaborateurs, mais aussi qu'eux-mêmes se connaissent mieux entre eux, et des techniques pour parler ensemble, pour communiquer. C'est un peu comme dans un couple, comme dans la vie, c'est en communiquant qu'on évite aussi que les conflits s'enfoncent dans des conflits plus profonds. Voilà, là, en début d'année, par exemple, on vous proposera un webinaire sur les process com, qui sont une technique. Il y a le DISC aussi, technique de communication interpersonnelle qui se base sur les couleurs de personnalité des personnes et comment on sent qu'ils sont en situation de stress et comment on intègre ça avec empathie et on s'adapte dans notre communication pour qu'un message passe. Donc ça marche parce que c'est une partie de la réponse à la question que je vois de. Alors j'ai perdu la question. Mince. Alors, tout vos retours me voilà, de Loli qui nous demande comment, quand une direction est d'une certaine génération, mais doit représenter et travailler avec toutes les générations de son entreprise. Donc, comment on harmonise tout ça au niveau d'une personne ou d'une équipe de direction. Et donc, il y a le côté communication entre la direction et les salariés et comment aussi on favorise la communication entre les personnes. Et ça peut passer par de la formation à des outils comme le DISC, le ProcessCom, et puis par des ateliers pratiques aussi. Exactement. C'est d'ailleurs ce que je propose dans le cadre des formations. Donc moi, je forme surtout les managers et les dirigeants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont vraiment un pivot au niveau de l'entreprise. Ils doivent déjà, comme tu l'as dit Christophe, faire ce fameux travail d'introspection, comprendre moi quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins, etc. Et en plus tenir compte de ceux de leurs subordonnés, des agents plus terrain, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir aussi cette approche avec cette double posture, qui je suis, comment je fonctionne et comment accompagner aussi mes collaborateurs à mieux se connaître, à mieux tenir compte de ces valeurs personnelles qui viennent aussi influencer mon travail en équipe. Mais c'est un travail que chacun peut faire en fait à son niveau déjà. Là, je vous donne encore des petits outils. Prenez une liste, prenez une feuille et un stylo et notez, moi, quelles sont mes valeurs, quelles sont les choses auxquelles je dis oui aujourd'hui parce que dans tel contexte, j'ai aussi besoin de vivre, de manger, finalement de vivre dans cette société qui a aussi des obligations. Et ce à quoi je dis non, pourquoi je n'ai plus envie de rester dans cette entreprise aujourd'hui. Donc, c'est aussi à chacun d'être responsable finalement de son épanouissement, quoi. On attend beaucoup de l'entreprise, moi c'est ce que je constate, on attend beaucoup aussi des dirigeants, etc. Mais chacun doit d'abord être acteur de sa propre prévention, de son propre bien-être au travail. Voilà. On a fait le tour des questions ? Oui, on a fait le tour des questions, sauf si on a une dernière qu'on peut traiter, bien sûr. On a 2-3 minutes d'avance. Sinon, écoute, merci Christelle. Merci Christophe d'avoir co-animé. Merci à tout le monde qui est connecté. Il y en a qui sont partis, mais bon, merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. J'espère que ce webinaire vous a plu. Vous pourrez noter le webinaire, donc n'hésitez pas à nous mettre une bonne note, parce que ça permet à d'autres de venir et de nous suivre. Alors, le prochain webinaire n'aura rien à voir avec le sujet. On est sur les outils IA et comment ils peuvent vous aider concrètement dans une TPE-PME en particulier, et quand on n'a pas forcément un gros budget, vous aider à améliorer la productivité de votre travail. Voilà.
Ce sera le dernier de l'année. Et puis ensuite, on repartira sur une programmation. Mais vous pouvez suivre tous nos anciens webinaires aussi sur la chaîne de l'IRCE. On a près de 20 000 abonnés. Donc c'est super chouette. On a plein de sujets, à la fois sur le management, sur le marketing, sur le développement d'entreprise. Donc, on a plein de sujets autour de l'entreprise. Donc, n'hésitez pas à voir tout ça en replay aussi. Même si c'est plus sympa et plus vivant en direct, comme vous l'avez vécu, mais en replay, on peut aussi glaner quelques informations intéressantes. Et puis après, vous mettre en contact avec soit l'IRCE, soit les intervenants experts qui animent chacun des webinaires. Merci à tous. Bonne journée, bonne fin de semaine et au prochain webinaire. Au revoir.